Anne Darlvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. E épisode. Nous sommes chez Xancom, opérateur télécom breton, spécialisé dans les zones mal desservies en internet fixe. Gabriel Franchetot, son directeur, nous explique le comment et le pourquoi de son activité. Gabriel Franchetot, bonjour. Bonjour Josquin. Tu es le directeur de Xancom. Qu'est-ce que c'est Xancom ? Xancom, on est opérateur télécom, multi-technologie, spécialisé notamment dans les zones blanches Internet. Donc D'accord. c'est les zones mal dépourvues d'Internet fixe. Parce qu'on a l'impression que Internet, c'est universel, hein, mais en fait, ça marche bien quand on est en ville, on voit des petites affichettes pour installer la fibre, puis dès qu'on s'éloigne un petit peu, c'est là que ça se on peut avoir des complique. surprises, ouais, tout à fait. Ouais. Il y a eu beaucoup de cas qui ont fait jurisprudence, de particuliers ou d'entreprises qui s'installent ou qui font construire. Et une fois dans les lieux, ils appellent leur fournisseur préféré ou le moins mauvais. Et puis, ils se rendent compte que, soit c'est pas éligible, soit l'opérateur national leur dit « Ah mais si, pas de problème, on vous envoie la box ». Et puis quand ils branchent, ils voient qu'ils ont un filet d'eau. Et que ça le fait pas du tout. Donc, non, il y a beaucoup de problématiques de zones blanches sur le territoire. Et nous, chez Xancom, on se focalise à résoudre les problèmes sur le territoire breton. Et on a déjà beaucoup de travail là-dessus. Depuis combien de temps ? C'est la 12e année. Ah oui. Ouais. 12e année qu'on fait ça. Alors pour l'anecdote, au départ, on se donnait 5 ans pour faire la France, puis 5 ans pour faire la Bretagne, et aujourd'hui, au bout de... Ouais. Et puis aujourd'hui, le bilan au bout de 12 ans, c'est à peu près, avec notre propre réseau qui nous appartient, on couvre à peu près 30% du Finistère, 10% du Morbihan et 5% des Côtes-d'Armor. Donc ça, c'est le bilan au bout de 12 ans, alors que je me donnais 5 ans pour faire la France. Alors, qu'est-ce qui nous ralentit ? C'est essentiellement les délais administratifs, pour notamment avoir accès à des points hauts, par exemple. Des tours d'immeubles, des toits d'immeubles, implanter des pylônes ou se mettre dans des clochers ou des châteaux d'eau, par exemple. Donc en fait, vous ne tirez pas de câble ? Alors on tire des câbles. Xancom a plusieurs casquettes. On a 2 casquettes. La première, c'est qu'on est opérateur télécom au sens propre du terme. Donc on opère nos propres réseaux. Là, on a du réseau radio, des faisceaux hertziens, qui vont venir faire notamment le dernier kilomètre pour relier le client final. Ça permet également de relier les points hauts entre eux, les clochers, les châteaux d'eau. Et puis, on a également réseau de fibre optique. Donc aujourd'hui, on opère en Bretagne plus de 500 km de liens radio et plus de 300 km de liens optiques. Notamment sur Brest Métropole, il y a eu une super initiative qui avait été entreprise en 2000. Ils ont été plutôt malins. Ils se sont dit, pour essayer de valoriser les réseaux souterrains de la métropole, plutôt que de louer nos égouts, nos fourreaux à des opérateurs qui ont tiré leur fibre dedans, eh bien, on va plutôt à nos frais tirer de la fibre et ensuite louer cette fibre éteinte, ce qu'on appelle la fibre noire, donc une fibre éteinte, à des opérateurs comme Xancom. Et c'est les opérateurs qui vont se charger d'équiper les centraux optiques, d'équiper les clients finaux et d'allumer la fibre. Donc ça on fait beaucoup sur cette régie métropolitaine. Et moi, je trouve ça super parce que ça permet d'avoir des coûts de déploiement pour l'opérateur qui sont inférieurs. Donc d'avoir un tarif attractif pour l'entreprise ou le particulier qui en a besoin. Alors c'est surtout destiné aux entreprises parce qu'on parle de réseau professionnel, FTTO, Fiber to the Office, la fibre au bureau. C'est pas le réseau grand public. Voilà, donc on a besoin d'un peu plus de fibre que pour juste avoir c'est une fibre dédiée. Elle va directement de l'entreprise au central, alors qu'une fibre grand public est éclatée jusqu'à 128 abonnés entre le boîtier de rue et l'abonné. Donc on est sur des garanties de débit, des garanties de rétablissement en cas de souci. Ça n'a rien à voir. Mais est-ce que des particuliers peuvent vous demander ce service-là ? Alors donc, nous on opère donc réseau radio, réseau fibré, qui nous appartiennent, que l'on opère. Et puis, en plus de ça, on a une deuxième casquette où on est intégrateur, on est marque blanche, un peu comme Virgin Mobile sur le réseau d'Orange. Du coup, là, on a des accords avec la plupart des opérateurs nationaux et de plus en plus d'opérateurs internationaux, ce qui nous permet d'avoir un panel de possibilités techniques et d'interconnexion sans pour autant être marié avec qui que ce soit. Donc on n'a pas de contrat d'exclusivité. L'idée, c'est de rester le plus indépendant et possible, le plus longtemps possible.
Donc pour le grand public, en fibre dédiée, comme j'expliquais, FTTO, les coûts sont trop élevés. On démarre à 99 € par mois. Donc pour du grand public, c'est inadapté. Donc pour le grand public, on est typiquement dans les réseaux FTTH, Fiber to the Home, qui est la fibre bon marché. Et là, la valeur ajoutée d'un Xancom sur ce réseau FTTH, vu que là, c'est pas... Nous, on sous-loue notre droit de passage dans les réseaux des gros nationaux. Ça va pas être le réseau en soi, parce que c'est le même. Par contre, ça va être le support technique et la proximité, quoi. On a pignon sur rue, on a une agence à Guipava, une agence à Pontivy pour le Morbihan et le centre-Bretagne. Donc les gens peuvent directement se déplacer, venir nous voir. On peut faire des petites réunions en amont de projet pour scaler avec leurs prestataires informatiques et pour tout régler au diapason. Donc voilà. C'est ce qui fait la différence chez nous, c'est notre cœur de métier, combler les zones blanches avec des systèmes haut et très haut débit. Et puis là où il y a déjà du haut débit, ça va être de combler le système par du bon service, ce qui est souvent dur à trouver. Ouais. Et vos clients, on va dire, c'est plutôt des entreprises, des collectivités ? Alors, c'est 75% de professionnels. Quand j'entends professionnels, c'est aussi bien administration, collectivité, entreprise, association. On fait aussi des grosses assos. Et après, c'est 25% de grand public. D'accord. Et donc vous avez vraiment ces deux casquettes qui sont quelque part assez différentes, c'est-à-dire amener en ville quelque chose de très haut débit, et puis aussi amener tout au bout du après du chemin de terre, amener en fait à la chaumière isolée c'est ça. Un peu d'internet. Nous, on a un client, notre cas le plus extrême, c'est un client qui se trouve à, si je dis pas de bêtises, à 18 sauts radio de la fibre optique au sol. Donc il passe par 18 châteaux d'eau, clochers, tours d'immeubles. Donc ça va être le cas le plus extrême. Mais là, on vient de faire la réfection d'une grande partie du réseau Finistère et on a des super performances. Donc il y a une douzaine d'années, quand j'ai démarré, les liens entre nos points hauts plafonnaient à peu près à 20 mégas. Aujourd'hui, on fait plutôt des points entre les points hauts entre 500 et 1 giga. Entre 500 mégas et 1 giga. Donc la techno a énormément évolué. En termes de puissance d'antenne, nous on dort bien la nuit parce que les équipements que l'on met sont 2 fois moins puissants qu'un smartphone en termes de gain. Donc c'est très très petit. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça nous contraint à rajouter plus de relais locaux et plus de petits relais alors que les réseaux GSM, donc 3G, 4G, 5G, vont avoir des seuils de puissance largement supérieurs qui leur permettent d'avoir un pylône tous les X kilomètres. Nous, ça va être parfois plus compliqué. Notamment les points à point entre 2 points hauts. Aujourd'hui, on est limité par la puissance, donc on va faire des liens à peu près de 15-20 km. D'accord. Et en ce moment, il y a des plans fibres en Bretagne. Est-ce que ça amène un petit peu à adapter ce que vous faites ? Oui et non. Alors, il y a toujours eu des grands plans gouvernementaux, régionaux, etc. Quand on a démarré Xancom, c'était en 2010. Il y avait déjà le grand plan Besson, Éric Besson, 2012. On devait tous être en débit pour 2012. Finalement, on l'a pas eu. Puis, il y a eu le grand plan de, je sais plus c'était qui le ministre. Puis, on a eu Axel Lemaire, qui a eu son grand plan aussi. Et là, on a encore un nouveau grand plan, qui est Objectif 2030. Entre-temps, nous, on a été labellisé et reconnu par l'État. Notre savoir-faire a été reconnu par l'État. Du coup, le client, l'abonné, le prospect, même qui voudrait se raccorder chez nous, s'il est en zone blanche, peut avoir une petite aide de l'État pour financer les frais d'accès au service. Une aide qui est amenée aujourd'hui à 150 € et qui va être apparemment doublée à 300 €. Donc ça, c'est très intéressant. Ils vont même... Il y a même une petite aide aussi pour l'entreprise en zone blanche. Donc là, on joue totalement notre rôle à venir apporter une solution technique dans l'attente de la fibre. Maintenant, quand la fibre arrive, quand on parle du grand plan fibre, c'est toujours cette fameuse fibre FTTH qui est mutualisée, qui n'est pas forcément le réseau le plus robuste et qui en fait est géré par...
notamment son déploiement, il y a jusqu'à 9 couches de sous-traitance pour venir équiper les centraux et câbler les abonnés finaux. Donc on se retrouve avec parfois, alors à la décharge des techniciens un peu mal payés, voire très, avec énormément d'opérations effectuées tous les jours. Ouais, des équipes qui se renouvellent tout le temps. C'est des gars qui ont dû louer leur fourgon, leur soudeuse, ils ont fait de l'investissement, souvent c'est des auto-entrepreneurs. Donc ils sont pas mal pressurisés en termes de temps et de prestations à produire. Et parfois, ils sont eux-mêmes, très souvent, pilotés par des boîtes qui sont elles-mêmes sous-traitantes du sous-traitant de l'opérateur national. Donc ça crée une espèce de phénomène armée mexicaine où il y a beaucoup de sous-chefs et de donneurs d'ordre. Et du coup, pour avoir une cohésion dans les remontées de statistiques et puis pour avoir un travail fait de manière qualitative un peu uniforme sur le territoire, c'est un petit peu compliqué. Donc il y a un groupe Facebook notamment qui s'est créé qui s'appelle Les Perles du Télécom où on peut aller voir toutes les malfaçons hallucinantes que certains techniciens ont décelées. Des techniciens qui ont souci de bien faire. Et parfois, ils tombent sur des centraux optiques, ils hallucinent. Donc, les perles du télécom, ça montre un petit peu l'état du réseau. Donc, l'État en a pris conscience, notamment depuis l'ouverture de ce groupe Facebook. Apparemment, c'est ce qui a ouvert les yeux à l'ARCEP. Intéressant. Et Laure Delaraudière a dit, je veux pas de ça, donc il faut revoir le tout. Parce qu'ils ont vu très rapidement des centres, des NRO, des nœuds réseaux optiques, finir en plat de spaghettis. Mais vraiment. Alors que le réseau est assez récent. Donc, c'est triste si on démarre déjà sur un réseau comme ça. Oui. Et d'où le phénomène. Quand un technicien vient raccorder un nouvel abonné, eh bien, il débranche le voisin. On entend souvent parler de ça. Oui. Donc nous, comment on va se positionner pour répondre à ta question ? On se positionne déjà que l'on est capable d'intégrer ce réseau, interconnecter ce réseau FTTH à notre cœur de réseau. Donc on peut opérer les clients, leur proposer le FTTH quand il arrive à destination. Et puis vu qu'on n'a pas hyper confiance, nous, Xancom, dans ce réseau FTTH, de par sa structure technique et puis... ce que j'expliquais, les complications pour organiser les différentes interventions, eh bien nous, naturellement, on propose de basculer l'antenne en connexion de secours pour le client. Ah oui. Vu qu'elle est déjà là, autant la laisser. Et d'autant que, si je ne me trompe pas, ça sera beaucoup de fibres aériennes. Et donc, et en Bretagne, on a beaucoup de vent quand même l'hiver, et de casses et d'arbres qui tombent. Sans parler en plus de tous les arbres centenaires qu'on a décapités pour rajouter juste une extrudance de 10 cm en haut des poteaux de téléphone pour mettre de la fibre, c'est un peu dommage. Surtout qu'entre le moment où ils ont demandé d'élaguer ou voire dézinguer les arbres et puis le tirage, il se passe un petit peu de temps. Donc ça repousse. Donc on se demande est-ce qu'on a bien fait. Il y a certains liens, le lien Morlaix-Roscoff, si je dis pas de bêtises, ils l'ont réparé 3 ou 4 fois. Du coup, ils ont fini par l'enterrer. Parce qu'il est très très exposé. Alors aussi, on demande d'aller vite parce que les gens veulent aussi du débit, ils veulent pas mal de trucs. C'est la solution la plus rapide qu'ils ont trouvée. Maintenant, il y a des systèmes de micro-trancheuses qui existent. On pourrait faire des micro-tranchées au bord des routes et puis enterrer la fibre et tout ça. Mais ils ont fait le choix de l'aérien parce qu'ils font aussi ce qu'ils savent bien faire. On a beaucoup de poteaux en France. Il y a une belle capillarité là-dessus. Donc, on les reprend. Moi, ce qui m'a un petit peu gêné, j'étais allé à une plénière du président de la Bretagne et du conseil régional et il avait dit qu'en gros, le tirage de la fibre en Bretagne était en retard parce qu'on avait confié le chantier à des locaux. C'est comme si on avait confié la construction de la ligne TGV à toutes les boîtes le long du rail. Donc je trouvais ça un petit peu humiliant déjà pour le savoir-faire breton, inventeur de la DSL quand même. En plus, on a une qualité d'entreprise, d'entrepreneurs, d'artisans en Bretagne qui n'est pas à défendre. Donc la réponse du conseil régional, c'est maintenant on a confié ça à une filiale de Bouygues qui s'appelle Action. Qui sont spécialisés là-dedans. Mais qui eux-mêmes sous-traitent, comme tu le disais. Et qui finalement sous-traitent aussi beaucoup. Donc la réponse était oui, les petites sociétés bretonnes n'ont pas les ressources notamment informatiques pour remonter les stats. Pour moi, c'était à la région Bretagne de mettre une plateforme as a service en ligne et fournir juste un login mot de passe par intervenant et ils pouvaient remonter leurs petites stats le soir en rentrant chez eux. Je comprends pas pourquoi il faudrait que chaque intervenant ait son système d'information. Ça n'a pas trop de sens à mes yeux. Tout à fait. Donc moi je suis descendu il n'y a pas longtemps au conseil départemental du Finistère, le conseiller spécial au numérique de Maël de Calan, le nouveau président du Finistère, m'a sollicité pour avoir un petit peu mon avis et savoir, il avait entendu parler de nous, savoir ce qu'on faisait, parce que mine de rien en opérateur zone blanche en Bretagne, on est le seul officiel à vraiment s'occuper des zones blanches. Après j'ai des confrères en Normandie,
Nomotech, filiale d'Altitude, et j'ai des copains au Pays Basque, Isarlink, qui en font un petit peu. Et puis après, on a de bons amis aussi, c'est Alsatis à Toulouse qui font ça bien dans le sud. Mais en Bretagne, finalement, on est vraiment l'acteur majeur dans le Grand Ouest. On a un des plus grands réseaux Wi-Fi de France, mine de rien. Et donc, on nous a sollicité parce que maintenant qu'on est également reconnu un petit peu par l'État avec la labellisation, eh bien, on a moins à se défendre sur notre savoir-faire et notre jeunesse. On est de moins en moins jeunes. Et du coup, ils voulaient savoir un petit peu, avoir un horizon de tout ce que l'on propose. Et pour nous dire clairement, ce serait bien que vous publiez un petit peu plus, que vous mettiez vos cartes à dispo sur le site de ma connexion internet de l'ARCEP, etc. Donc là, on travaille là-dessus. Parce que c'est vrai que depuis 12 ans, on communique très très peu. Ouais. On sait beaucoup de bouche à oreille. La première grande campagne de com, entre guillemets, que j'ai lancée, c'est l'année dernière seulement. Mais on n'a jamais vraiment communiqué. Et au conseil départemental, là, ils ont eu un petit peu le bilan du déploiement de cette fibre. Et très explicitement, ils nous ont dit il y a 4 ans de retard. L'ancienne présidence était plus fermée sur les sujets alternatifs. C'était la fibre ou rien. La nouvelle présidence a l'air plus ouverte. Et leur message, ça a l'air d'être plus... Finalement, on s'en fiche que ce soit par la porte ou par la fenêtre. Ce qu'on veut, c'est que vous apportiez Internet aux gens. C'est la fonctionnalité, c'est pas la techno. Donc je trouve ça plutôt bien de parler usage et service. Et finalement, la techno, laissons-la aux techniciens. Ouais. Dans ce régime de promesses-là, les autres acteurs, c'est ceux qui vont proposer des technos du futur, avec des satellites, avec des ballons, donc les Google, Musk et compagnie. Ça peut venir un peu marcher sur tes plates-bandes ou ça sera vraiment pour des zones très isolées? Alors moi, en bon geek qui fait beaucoup de veille techno, je teste déjà le Starlink. Je suis bêta-testeur. Musk est très fort. Il a fait payer ses bêta-testeurs. On a lâché $600 pour avoir la primeur d'être cobaye. Donc je me suis prêté à l'exercice. J'ai reçu mon kit Starlink. C'est hyper bien léché à la Apple. T'as un beau coffret et tout. C'est génial. T'as rien à brancher. D'ailleurs, par défaut, c'est que du Wi-Fi. Donc, ils estiment t'as pas de switch et tout ça. Ouais. La dernière version, même moi, j'ai du bol. J'ai eu la première version. J'ai un port réseau caché sous un bouchon. Donc, j'ai pu brancher mon routeur et tout, j'étais content. Mais les toutes dernières versions, faut acheter un accessoire, il me semble. De base, le truc à la Musk, c'est non, c'est l'avenir, c'est que sans fil. Ouais. Sauf que pour une entreprise un peu isolée, il faut pouvoir ponter en Ethernet. Alors, le système en soi, pour l'installation et l'assistance à l'installation est assez bluffant. Moi, j'étais assez étonné. C'est de la réalité augmentée avec ton téléphone. Tu pointes en l'air, tu scannes le ciel, il te fait la map de la vision de ton antenne et il sait si tu es en zone obstruée ou pas et il t'invite à la déplacer ou pas. Mais c'est plus qu'un beau gadget ou... Ça marche pas trop mal pour ça. Maintenant, j'ai quand même dû surélever à fond mon antenne parce que, en plus, j'habite dans une zone très isolée, dans un fond de vallée, dans un vieux moulin haut, donc forcément, je suis pas en hauteur. Ouais. Et donc ça, nickel. Le service, au début, était bluffant. J'avais des super débits, un ping correct, je vais pas dire excellent, juste correct. C'est ça les aléas aussi du satellite, bien que c'est de la basse altitude, donc ça n'a rien à voir avec du KSAT, soit on retrouve en Ornet ou en connexion satellite de base. Là où j'étais rassuré pour Xancom, mais choqué en tant que client final, c'est le support technique. Il n'y en a pas. Bon. C'est en anglais. Ouais. Tout est en anglais, l'appli est en anglais. Alors moi je suis franco-américain, donc ça pose aucun problème. Par contre pour quelqu'un qui n'est pas du tout anglophone, je pense que ça peut être une grosse barrière. Si je dis pas de bêtises, c'est par chat de l'appli le support. Donc, j'ai pas vu de numéro de téléphone en France ni rien. Et d'ailleurs, au tout départ, j'avais fait une première commande. Il m'avait encaissé, j'avais pas reçu mon kit et je ne savais même pas envers qui me retourner pour ça. Donc, je pense qu'en termes de suivi pour le client, etc., c'est bien pour un mec des merdes, très techno-savvy. Pour quelqu'un qui est très béotien sur ces thématiques-là, ça risque d'être plus compliqué si ça marche pas direct au déballage. Ouais, c'est pas forcément parce que tu es loin de tout que tu n'es pas technophile, mais il y a aussi des gens qui sont loin de tout et qui ne le sont pas. Ouais. Après, ce que j'ai vu aussi, c'est que en termes de performance, c'est pas mal à l'américaine, ce que font les GAFAM souvent, c'est qu'on t'en donne plein au départ,
on te fait briller les yeux, et puis une fois que t'es un peu captivé, on va dire, là, tiens, il rabote un petit peu les services. Donc clairement, j'ai l'impression que j'avais beaucoup plus de débit au départ. J'avais plutôt 300 mégas en download et 30 en upload, je crois. Et là, j'ai l'impression que j'ai plus 100 et 15. Ouais, peut-être parce qu'il y a plus d'utilisateurs. Peut-être. Mais comme par hasard, on a reçu un mailing, ça y est, ils sortent Starlink Premium, qui coûte beaucoup plus cher, $400 je crois par mois, et qui lui annonce 300 mégas, 500. Quoi. Ouais. Donc ça y est, ils sont en train de créer différents niveaux de service. Je me doutais que ça allait arriver, que ça allait pas forcément... Après, $400 par mois, c'est pas accessible à tout le monde. Non, c'est ça. Pour une entreprise, ça peut être salvateur. Mais moi, je connais plein d'entreprises qui ne peuvent pas se permettre de mettre plus de 150, 200 euros par mois dans le télécom. Donc, ça reste quand même des budgets qu'il faut pouvoir assumer. Et tant qu'on est dans le futur de Xencom, c'est quoi tes plans Alors moi, ça fait 12 ans aujourd'hui. Si on imaginait un petit peu une roadmap et puis une vision sur 20 ans, donc pour les 8 prochaines années maintenant, pour arriver à 20 ans, ce serait un déploiement sur toute la région Bretagne. Moi, mon but réel, c'est vraiment de devenir un vrai OCR, un opérateur commercial d'envergure régionale, comparativement aux OCEN, opérateurs commerciaux d'envergure nationale, typiquement les SFR, Free et compagnie. Donc moi, c'est une capillarité régionale. Quand je dis région, c'est bien sûr, j'inclus Nantes. Ce serait donc d'ouvrir une agence à Rennes, une à Saint-Brieuc, Guingamp et puis une à Nantes à terme, parce que là on est déjà Pontivy et Brest pour le Morbihan et le Finistère. Donc c'est vraiment l'implantation pour être toujours plus près des clients, pouvoir toujours continuer à combler les besoins en termes de débit et de service, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'intégration de systèmes. Et les clients ont besoin d'être accompagnés. On voit que même une petite société aujourd'hui, mine de rien, il faut faire des briques techno un peu complexes des fois pour arriver à leur décrocher ce qu'ils veulent. Donc je reste persuadé qu'il y aura toujours besoin de sociétés spécialisées dans l'intégration télécom et au-delà, parce que nous on est vraiment plus qu'intégrateur, on est opérateur aussi. Et donc on est des deux côtés du miroir, et ça je pense que c'est hyper bénéfique pour l'usager, quoi. Et en termes de techno, est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu voudrais améliorer, ou est-ce que tu dis non, finalement ce qu'on a c'est vieux mais c'est bon? Alors non, on continue toujours à expérimenter des nouvelles techno. Là donc on a fait nos premiers liens entre des points hauts à 2 gigabits en radio. Alors sur des courtes distances, ça va être du moins d'1 kilomètre. Mais déjà c'est impressionnant, avant on pouvait faire du 200 mégas sur ces distances-là. Là, on est largement au-dessus. Donc là-dessus, on est en veille permanente. On upgrade nos backbones avec les dernières technos régulièrement, donc notre cœur de réseau. Les clients qui avaient 2 mégas il y a 12 ans, là, ils vont passer à 16 mégas pour le même prix. On essaie de faire évoluer les choses. On travaille et on se renseigne sur tout ce qui est Internet des objets, notamment l'IoT. Il y a plein de choses à faire. La 5G va apporter de la connectivité de proximité et machine. Et ça... Et ça, c'est des choses qui sont super passionnantes et qui seront sûrement notre quotidien dans moins de 10 ans, quoi. Ouais, donc des débits, on va dire... Alors plus de débit sur ce qu'on fait aujourd'hui déjà, ouais. Et puis plus de solutions de connectivité pour demain. Nous, on fait beaucoup aussi où, par exemple, on apporte la fibre en principal pour un bâtiment A, pour un complexe, et puis on va venir mutualiser, partager cette fibre entre plusieurs bâtiments, que ce soit en câble, fibre ou radio, pour optimiser les coûts, pour augmenter les capacités. Qu'aussi les échanges d'informations, par exemple pour une communauté de communes, ça on fait pas mal. On va mettre une fibre à la Comcom, et puis on va leur faire profiter de notre boucle locale radio. Quand on s'est déployé sur un village complet, par exemple, on peut relier tous les services techniques et communaux, intercommunaux en radio. Du coup, on leur partage la connexion Internet, mais on leur crée aussi de la connexion locale intranet entre leurs bâtiments. Du coup, ils n'ont plus besoin de remonter sur Internet pour récupérer de l'information. D'accord. Et ça, c'est super qualitatif. Ça rajoute une couche sécurité. Ouais. Ça baisse des latences. Et puis, d'un point de vue écologique, je vois pas l'intérêt à ce que les données remontent à Paris sur le backbone Internet pour redescendre finalement. Si les deux bâtiments sont espacés de quelques kilomètres, les boucles locales sont hyper pertinentes pour ça, quoi. Carrément. Et en termes de services,
ça sera toujours principalement de l'Internet, du réseau en fait, ou... Nous, on construit, on est opérateur télécom, donc c'est comme si on crée des réseaux autoroutiers un petit peu. Mhm. Et puis une fois que la route est là, on peut ajouter des services, une station-service, une cafétéria, une salle de sport, que sais-je. Donc nous, on met des réseaux d'infrastructure en place. Alors ces réseaux, on a aussi un petit réseau d'opérateurs en marque blanche chez nous. Ça veut dire qu'il y a d'autres opérateurs qui peuvent acheter du réseau Xencom pour compléter leur catalogue de connectivité pour leurs propres clients. Donc dans ce cas-là, on fournit une route vide et puis c'est l'opérateur revendeur qui, lui, il rajoute sa couche service et puis il fait ce qu'il veut avec. Si c'est nous qui opérons le client final en direct, ce qui est la plupart des cas, et bien dans ce cas-là, déjà en service clé, on va dire, qu'on fournit quasi systématiquement parce que les clients, une fois satisfaits de l'Internet, ils veulent d'autres trucs. Ça va être de la téléphonie fixe. Ouais. Donc on fait beaucoup de téléphonie IP. Nous, on a arrêté la téléphonie analogique commutée il y a 3 ans déjà. Sachant que le réseau va être arrêté en 2026, moi j'avais déjà anticipé sur ces questions-là en me disant on va pas partir sur une techno du passé, on va direct embrayer sur l'IP. Donc tous nos clients sont en IP, on fait essentiellement de l'IP Centrex. Comme ça, le client, donc Centrex, c'est que le central est externalisé. D'accord. En gros, il est dans le cloud. Ouais. Donc le client en plus récupère de la place dans son local technique, il a moins besoin de se chauffer, il a moins besoin d'électricité, il a plus besoin de faire un crédit bail tous les 5 ans ou tous les 10 ans pour changer de PABX, de standard d'appel, Ah oui, d'accord, oui. de serveur téléphonique. Avec les vieux réseaux Numéris. Voilà, ça, c'était Numéris et tout ça. Donc là maintenant tout est externalisé dans le cloud. Le téléphone c'est un Linux avec une prise réseau, il fait même Wi-Fi. Du coup, j'arrive à la maison, je me connecte à ma Xenbox ou ma Freebox, il se connecte et les copains, les collaborateurs au boulot voient tout de suite si je suis disponible ou occupé. Donc ça rajoute vraiment de la souplesse et du confort, notamment pour le télétravail. Et puis, l'IP, ça permet plus d'intégration avec les systèmes informatiques, remontée de fiches, etc. Ça permet facilement de partager un annuaire d'entreprise, le mettre à jour très facilement. Donc, beaucoup de téléphonie fixe IP. Depuis 2 ans, on fait de la téléphonie mobile. Carte SIM, alors c'est 800 millions d'euros la licence, donc je ne l'ai pas prise. Mais là, je travaille avec un grossiste européen qui, lui, a dealé avec les gros opérateurs nationaux. Et du coup, je fais des cartes SIM qu'on programme nous-mêmes et qu'on peut activer soit sur Orange, Bouygues ou SFR. D'accord. L'intérêt pour le client, c'est que, par exemple, un client, une entrepreneuse bretonne qui aurait son siège à Rennes et puis, je sais pas, une agence à Saint-Malo, une à Carhaix, une à Brest, et bien, suivant la qualité de l'infrastructure GSM, téléphonie mobile autour de chaque site, bien, nous, on va faire un petit audit en amont, déterminer tel réseau passe mieux dans telle zone, lui faire une flotte de cartes SIM panachées, comme ça, la meilleure couverture possible sur ces agences, et derrière, elle a un seul interlocuteur technique, commercial, une seule facture. Et si demain, il y a un pylône qui est défectueux, on est même capable de basculer une carte SIM dans l'heure qui suit d'un réseau opérateur à un autre. Donc ça, c'est très souple aussi. Bah oui, c'est l'intérêt d'être neutre, d'être entre les gros. C'est ça. Finalement, dans les interstices, on peut faire beaucoup de choses. Bah oui. Alors, c'est pas toujours confortable, mais surtout, ça l'était pas trop avant. Mais maintenant que ça y est, les gros, maintenant, quand ça leur fait donner pas mal de sous. Donc, c'est rigolo. Du coup, ils s'ouvrent beaucoup plus. Et ils sont plus souples qu'avant. Donc, tant mieux pour nous. Ça, je vais pas m'en plaindre. Mais c'est un peu l'ironie du sort, quoi. Tu parlais du télétravail, c'est quelque chose que vous avez dû vivre directement, enfin être témoin en fait des changements des 2 dernières années où le télétravail a basculé. Alors c'est ce qui est génial, et je vais reprendre la phrase d'un DSI, un directeur de service informatique que j'ai vu lors d'un forum de l'économie que j'ai fait à Pontivy la semaine dernière, organisé par ADN Ouest, et le DSI disait que Covid lui avait apporté l'opportunité enfin que sa direction valide des propositions qu'il faisait depuis 10 ans, mais en moins de 10 jours. Et que c'est vrai que pour ça, ça a créé un tas d'opportunités et d'automatismes et de nouveaux mécanismes et de changements d'habitude et de paradigmes techniques assez rapidement. Plein de DSI qui expliquaient ce serait bien qu'on essaye des accès distants. Combien moi de clients j'ai entendu dire non mais nous on peut pas bosser à distance, télétravailler, c'est la science-fiction, c'est pas possible, ça s'applique pas à mon métier. Finalement, l'humain s'adapte vite et tout le monde a su faire preuve d'imagination et a su un petit peu réinventer sa manière de travailler. Donc, on a vu beaucoup de clients et même bâtiments
secteur où on pensait pas forcément qu'il y aurait ces demandes-là. Et si, pour essayer de les accompagner dans un plan d'urgence de basculement au télétravail. Ouais. Mhm. On a fait notamment, ça c'était une fierté pour nous, le CHRU de Brest, l'hôpital qui nous a appelés dans l'urgence pour renforcer son infra. Ils voulaient ceinture et bretelles pour vraiment garantir que leurs télétravailleurs ne seraient pas peinés. Et ils nous ont commandé une belle fibre dédiée. C'était pas le premier confinement. Et notre fierté aussi, c'est qu'ils ont commandé chez nous après avoir commandé chez un gros national, dont je tairai le nom quand même. Et on a livré en premier. Donc on était super fiers. Et c'est le genre d'action où on rentre le soir, on se sent utile pour notre communauté aussi, quoi. Oui, surtout dans une période où tout le monde est bien stressé comme ça et où il faut un peu se serrer les coudes pour avancer. Ouais. Et moi, c'est ce que j'adore sur le projet Xancom. En introduction, j'aurais pu le dire, souvent je parle de ça. C'est que moi, Xancom, c'était suite à une recherche de sens. J'avais une société d'informatique, je vendais beaucoup de matériel, je faisais beaucoup de prestations informatiques, mais je cherchais un sens vraiment à ma vie professionnelle, et puis on cherche un sens à sa vie en général. Et j'avais juste l'impression d'être un maillon d'une grosse chaîne productiviste mondiale, un peu débridée, et je le vivais pas forcément super bien en fait. Avec pas mal d'obsessions sur les produits, parce que moi j'ai 40 ans, donc j'ai quand même connu les ordis increvables. Et j'ai connu aussi vendre 10 PC, tu pouvais gagner ta vie. Si tu vendais 10 PC dans le mois. Et puis sur la fin, il fallait vendre des palettes pour pouvoir gagner sa vie. Donc je trouvais que ça perdait en sens, ça perdait en qualité de produit, donc de service un petit peu. Et quand l'opportunité est arrivée sur mon chemin de pouvoir devenir opérateur, et notamment dans les zones blanches, comme je dis souvent, nous on est un peu bouche-trou télécom, on aurait pu s'appeler Plug Télécom, mais on l'assume parfaitement, ça nous va très bien parce que on se sent hyper utile en fait. Et moi j'ai besoin, c'est bien d'entreprendre. Moi j'ai toujours voulu entreprendre, et depuis très très jeune, je suis à mon compte depuis mes 22 ans, donc j'ai toujours eu cette soif-là. Mais si en plus on peut entreprendre avec un sens commun et puis une utilité un petit peu pour sa communauté, je trouve ça génial. Ouais. Donc là-dessus, ça répond à pas mal d'attentes que j'avais. On voit bien, ouais. Il y a aussi un attachement au territoire qu'on sent. Oui, complètement, ouais. Dans la dynamique bretonne, finistérienne, le pays de Brest, c'est quoi ces racines de Xancom en fait? Ces racines, nous on a démarré tout départ, le tout premier projet, c'était pour une petite commune isolée près de Landivisiau, où le maire, à l'époque, Albert Moisan, avait entendu parler de notre savoir-faire en Wi-Fi. À l'époque, j'avais fait pas mal de sites publics de Brest. J'avais fait Oceanopolis, j'avais fait le parc de Pinfel, le Quartz, la marina du port de Plaisance pour les bateaux, en Wi-Fi. Et un jour, le maire de cette commune me dit: j'ai eu les plannings pour le déploiement de la fibre optique dans mon petit village, c'était Baudilis. Apparemment, ça ne viendra pas avant 4-5 ans. Moi, c'est pas possible. Les artisans vont partir, les jeunes vont pas vouloir s'installer, on a envie de redynamiser la commune. Je ne serai pas réélu. Peut-être. Donc, jeune homme, avez-vous des solutions pour moi? Et c'est mon associé de l'époque qui a une idée assez chouette. Je mettrai toujours en avant cette idée qu'il a eue, parce que moi, un peu naïvement, je partais dans mon paradigme boîte d'informatique pour monter un réseau et le vendre. Et puis le maintenir derrière. Et mon associé de l'époque, Vincent, m'a émis l'idée, il me dit: pourquoi tu t'inscrirais pas opérateur? Et puis dans ce cas-là, tu gères les clients finaux en tant qu'abonné. Et puis voilà. Donc moi-même, le premier, j'étais: ah bon, mais tu crois, mais c'est pas possible, on peut pas vraiment faire le boulot d'Orange ou d'SFR, enfin c'est étonnant. Nanana. Donc moi-même, j'étais sceptique au projet. Et puis c'est vrai que les opérateurs, il y en avait eu au tout début. Il y a des opérateurs. Des Télé 2, des Alice, des Neuf Télécom. Puis il y a des opérateurs associatifs comme la FDN. Alors qui existe toujours, qui est bien active d'ailleurs. Mais effectivement, une fois que les gros sont arrivés, on avait l'impression qu'ils prenaient toute la place. C'est ça. Alors il y a eu un nouveau mouvement d'opérateurs un petit peu alternatifs qui s'est créé. Nous-mêmes, on est en fédération maintenant à l'association des opérateurs alternatifs, l'AOTA. Du coup, l'idée, c'est de faire représenter l'alternative à l'ARCEP, montrer à l'État qu'il n'y a pas que les 4 géants, les 4 champions, qu'il y a des compétences sur les territoires et en région,
que pour l'entreprise ou le particulier, parfois, c'est plus pertinent de faire appel à un expert en région ou en local plutôt que systématiquement une boîte en national qui va un petit peu diluer la demande et puis donc sa réponse. On se défend aussi, on a notre voix au chapitre à l'ARCEP, on fait des procès aussi quand les gros abusent. Donc on sert aussi de contre-pouvoir, d'œil un peu expert pour pas que le monde politique se fasse trop bananer. Ça c'est vachement bien. Et on doit être 30 ou 40 dans l'assaut. Je crois que je suis le seul qui s'occupe des zones blanches par contre. Enfin avec mes copains d'Iserlink qui en font de plus en plus dans le Pays Basque. Ils nous demandent conseil souvent pour la radio. Mais zone blanche, on n'est pas 100 000 à se battre sur ces sujets-là. Après, l'autre phénomène que je vois, c'est qu'il y a eu plus d'opérateurs alternatifs qui se sont créés et là, maintenant, qui commencent à être rachetés. Donc là, les gros rachètent les moyens rachètent les petits. Ça, on voit qu'il y a une reconcentration un petit peu des capitaux qui se fait, qui peut être un petit peu inquiétante parfois. Mais moi, mon but, c'est de rester indépendant et autonome le plus longtemps, en bon breton, le plus longtemps possible. Mais... Encore longtemps contre-pouvoir, quoi. Ouais, après, l'idée, c'est pas d'être rebelle pour être rebelle, mais c'est d'être dans le bon sens, en fait. Et s'il y a des choses qui peuvent être faites de manière pragmatique, pourquoi attendre que Paris le fasse pour nous ? Enfin, on n'est pas de nous, quoi. Est-ce que tu disais que vous aviez commencé à communiquer pour des personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées déjà par l'actualité de Xancom, c'est quoi le meilleur canal, hein ? C'est Twitter, c'est notre site internet, c'est LinkedIn. LinkedIn, pas mal pour tout ce qui est professionnel. On communique pas mal sur LinkedIn. D'ailleurs, main tendue, là, s'il y a un ou une stagiaire en community management qui est intéressé pour venir nous filer un petit coup de main pour animer les réseaux sociaux, ce serait avec plaisir de l'accueillir et puis aussi de former cette personne au monde des opérateurs. Donc ça pourrait être un challenge intéressant pour un ou une jeune si elle entend cet appel. Donc ouais, c'est essentiellement réseaux sociaux professionnels. Okay. Twitter, LinkedIn, un petit peu Facebook. Voilà. On n'a pas encore vraiment de blog. C'est dans la liste des choses qu'on aimerait bien faire. Moi, je verrais bien un blog un petit peu infotainment, mais un peu technique, qui ouvre les yeux sur certains sujets, sur certaines choses qui peuvent être faites. L'idée, c'est pas que de faire du clickbait et attirer du référencement Google, mais vraiment avoir une petite base documentaire publique, un peu bloguée, qui pourrait être mise en ligne. Donc là, aujourd'hui, on est un peu sous l'eau avec toutes les demandes, mais je caresse l'espoir que... C'est bon signe. Ouais, c'est bon signe, ouais. On est en croissance forte, c'est quand même 20% de croissance par an. Là, mine de rien, l'équipe Xancom, c'est 14 personnes, on était 5 il y a 5 ans, donc... Et puis j'ai 3 freelancers en plus, donc la version étendue, on monte à 17 personnes quand même. Donc ouais, c'est une belle croissance. Après, la croissance, c'est difficile à accompagner pour pas perdre en qualité. Moi, c'est vraiment le but aussi, c'est qu'on soit aussi réactif qu'avant et tout ça. C'est pas... Le but, c'est pas de grossir et de devenir comme les gros, quoi. Ce serait moche. Ce serait trahir un peu le projet initial. On a besoin de plus de... C'est dur aussi de trouver des équipiers techniciens réseau et télécom. C'est pas facile à trouver. C'est dur parce qu'on est tout au bout de la France, ou c'est dur parce que il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre, les gros les embauchent à coup de pelleteuse. Je voyais Capgemini, ils cherchaient 280 équipiers, je crois. Il ne reste plus beaucoup pour les autres. Non. C'était Nantes, ça, mais ouais. En général, il y a beaucoup de demandes. Les métiers IT sont très recherchés, tu sais. Du coup, c'est pas forcément évident. Et puis, le télécom, j'ai l'impression que c'est pas forcément le sujet qu'emballent le plus les jeunes. Alors que moi, je trouve ça génial. Rien que l'idée de raccorder les humains entre eux, je trouve ça hyper intéressant, quoi. On a de bonnes écoles. Ah oui, alors ça, on a de bonnes écoles, ouais. Nous, on a 2 jeunes là de l'IUT de Lannion. On a un ancien alternant qui maintenant est administrateur réseau, qui a fait l'ENI à Nantes. On a là notre nouveau commercial en apprentissage qui fait un double cursus business school et Isen. Je trouve ça courageux de sa part et intelligent parce que du coup il veut apprendre le commerce mais apprendre aussi ce qu'il vend par un cursus ingénierie Isen. Donc non, dans le coin il y a des bonnes écoles. Maintenant c'est pas forcément facile de trouver du monde. Ouais.
Là, on cherche un technicien support pour septembre-octobre. N'hésitez pas. Un jeune d'une vingtaine d'années qui a envie de bouffer du ticket toute la journée, mais que des tickets, donc que des interventions techniques plutôt sympas. Et chez nous, vu qu'on est opérateur alternatif, il y a pas mal de sujets un peu alternatifs qu'on n'a pas forcément sur le banc de l'école. Donc très formateur. C'est hyper formateur. C'est ce que me remontent mes apprentis, que quand même chez Xancom, comparé à nos potes d'école, on traite énormément de sujets quand eux, ils se cantonnent à une action quasiment par semestre, quoi. Donc parfois c'est difficile aussi parce que on demande à ce que les jeunes soient rapidement aussi autonomes et fassent preuve de jotte, qu'ils aillent faire la biblio eux-mêmes et qu'ils aillent chercher aussi des solutions eux-mêmes. Ça c'est peut-être les inconvénients. Les avantages, c'est qu'on apprend très vite, on apprend plein de sujets et puis on est dans une équipe où l'ambiance est top, quoi. Ouais, toutes les petites équipes, c'est ça en fait. C'est à la fois, on demande un peu d'autonomie, mais on est très vite proche en fait de toutes les compétences de l'équipe, quoi. Oui, totalement. Et l'idée, c'est que tout le monde soit un petit peu polyvalent, mais en parallèle développe sa propre spécialité qui lui plaît le plus, quoi. Très bien. Et donc, pour les clients, c'est le site internet le plus simple. C'est www.xancom.fr, Xankom. On a mis un K parce qu'il n'y a pas de C en breton. Et sinon, c'est le téléphone 02 29 611 208. 02 29 611 208. Parfait. La pub est faite. Merci, Josquin. Merci, Gabriel Franchetot. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.